Monsieur Yelsadre, vous êtes un enfant du canal. Certainement, je suis un enfant du canal. Un enfant du canal, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire pour nous beaucoup de souvenirs d'abord, et souvenirs d'une époque qui maintenant n'est plus ce qu'elle était. Et nous, ce qu'on a vécu là-bas, c'est un souvenir qui reste dans la mémoire de chacun de nous. Le souvenir d'un patrimoine commun qu'on essaye maintenant de retrouver. Je suis né au bord du canal littéralement, à l'hôpital Saint-Vincent, maintenant qu'on appelle l'hôpital du canal, et justement situé au bord du canal, c'est-à-dire entre l'Afrique et l'Asie. Alors je crois que c'est les lieux que, disons, forment un peu les gens. Mon père, il était pilote, il était le premier pilote égyptien à la compagnie du canal. Il est entré en 1944. Il est demeuré pilote jusqu'en 1954. Il a commencé sa carrière à Port Saïd et puis il a été transféré à Port-Taoufik en 1948 et il y est resté jusqu'en 1956. À l'époque de la nationalisation en 1956, j'étais malade et je ne me souviens pas beaucoup de ce qui s'est passé. Et puis il faut penser aussi que pour nous les petits, le Caire, Alexandrie, c'était un peu loin. Nous, on était dans la région du canal. On a évidemment écouté le discours du président Nasser quand il a nationalisé, mais on n'a pas saisi, enfin notre jeunesse n'a pas saisi l'ampleur de l'événement que plus tard. Quand les événements ont commencé à changer, on a vu de nouvelles personnes qui sont venues, on a vu une guerre plus tard. Alors, quand on est retourné, c'est les vacances d'été, quand on est retourné les vacances, on n'a plus retrouvé nos professeurs, nos amis qui étaient partis. Alors, on a commencé à sentir qu'il y avait vraiment une transformation qui allait venir. Évidemment, pour les gens plus grands que nous, c'était beaucoup plus important. Il y en a qui ont changé leur carrière, il y en a qui ont changé de directeur, changé de place. Mais pour nous qui en avaient 10 ans à l'époque, c'est comme ça qu'on l'a vu. Mon père était à l'époque agent principal à Port-Taoufik et c'était le plus expérimenté en matière de transit. Il a été transféré donc à Ismailia pour gérer le transit du canal. On l'a très peu vu pendant cette période parce qu'il était tout le temps à Ismailia. On est allé à Ismailia en 1957, après les événements. Et on a su évidemment après qu'il y a eu disons que le pilotage avait eu un grand problème après que les Français sont retirés le 15 septembre, mais les Égyptiens ont pu combler ce vide, si vous voulez, en travaillant beaucoup plus. Mais ça, on l'a su après. Moi, je ne l'ai su qu'après. On ne le savait pas sur le temps. On ne savait pas évidemment comment les choses allaient se passer. La période où mon père était pilote, nous, on l'a vécu. Alors moi, je me souviens assez bien de cette période-là. La vie d'un pilote, c'était, par exemple, à Port-Taoufik, il prenait le bateau de Port-Taoufik, il pouvait le prendre même à 3 heures du matin. Et puis, il allait jusqu'à Ismailia, ça prenait environ 6 heures de trajet. Et puis, à Ismailia, il descendait, il montait dans les voitures. Ces voitures, c'est les Citroën noirs classiques que vous connaissez, qui le ramenaient jusqu'à la maison, aussi à n'importe quelle heure. Alors, pour nous qui étaient petits à ce moment-là, on voyait le père qui partait et puis qui revenait quelques heures plus tard. Et c'est ainsi qu'on voyait l'avion. On voyait évidemment ses amis, les autres pilotes, on les rencontrait. On connaissait un peu leurs problèmes de navigation. Il y avait parfois des accidents, des échouages. Parfois, on les accompagnait sur la pilotine pour aller sur les bateaux. C'était une vie agréable et intéressante. Je me rappelle qu'il y a un pilote allemand qui était monté sur un bateau anglais. Et en discutant avec le capitaine, il a découvert que lui, pendant la guerre, était dans un sous-marin qui allait couler le bateau du capitaine anglais au Cap Nord. Et il parlait en quelle langue alors avec parce qu'ils avaient Oui. Les gens étaient toutes sortes de langues. Oui, alors mon père, par exemple, il était anglophone par sa formation, mais il a appris le français quand il est venu dans la compagnie. Alors il pouvait converser avec
les différents pilotes, les différents administrateurs en anglais et en français. Il y avait à Portoffic l'école des frères de Plohermel et tous les enfants du canal y allaient. Et c'était très agréable parce qu'il y avait beaucoup de diversité, il y avait beaucoup de nationalités, beaucoup de religions, beaucoup de couleurs, si vous voulez. Et on a tous grandi ensemble. On n'a jamais senti une différence quelconque entre l'un et l'autre. Il y avait comme chrétiens des coptes, je sais pas, des maronites, tout ce que vous voulez. Et on aimait des juifs, des Arméniens, et on était tous amis, on jouait tous au football ensemble. Les musulmans, évidemment. Oui, évidemment, c'était la majorité. Mais je veux dire, ce qu'on entend maintenant comme différence ethnique et des choses comme ça, on ne peut pas le concevoir. Ce n'est pas dans notre mentalité. Vous dites par là que il n'y avait pas de tension, pas de conflit, non, aucune. Vous n'avez pas de souvenir d'insultes des uns Non, vis-à-vis des autres. non, absolument aucune. Enfin, les insultes, quelque chose comme les insultes des enfants. Des enfants, mais jamais rien de problématique en ce qui concerne religion, ethnie, etc. On était tous une grande bande d'amis. Puis Portoffic, c'était une petite ville, si vous voulez. C'était tous une grande famille. Cette notion de grande famille, c'est pour ça que vous regrettez, vous avez la nostalgie. Oui, certainement. C'est la chose principale, si vous voulez. C'est pour ça que vous avez voulu créer, animer ce groupe Facebook. Exactement. Raconter un peu. C'est la cause principale. Retrouver quelque chose de joli qu'on croyait perdu, qu'on a retrouvé grâce à l'Internet, etc., et qu'on veut conserver jusqu'au dernier moment. Expliquez-vous un peu plus. Oui, comme je vous dis, les relations entre les gens étaient très bonnes. Vous avez un grand groupe d'amis, etc. Et vous pouviez aller chez l'un ou chez l'autre à n'importe quelle heure sans vous annoncer. Eux, la même chose. Plus tard, quand on s'est séparés, après les guerres, après tout ça a disparu. On s'est trouvé dans de nouvelles ambiances, dans de grandes villes comme Le Caire, Alexandrie, etc. Beaucoup de nos amis ont émigré. Alors, quand on s'est retrouvés sur le Facebook et sur l'Internet, une cinquantaine d'années plus tard, chacun voulait retrouver cet esprit de camaraderie, d'amitié qui était particulier à cette région. Envie surtout de souvenirs, si vous voulez. Et puis on commence à se connaître un peu mieux. C'est-à-dire, par exemple, nous on avait par exemple des amis de classe. Bon, on les voyait en classe, etc. Mais maintenant, dans le Facebook, ils commencent à mettre des photos de leur famille. Alors, on ne connaissait pas leur famille. On commence à connaître leur famille, on commence à connaître leurs sœurs, leurs frères, leurs problèmes, leur histoire de famille qu'on ne connaissait pas dans le temps. Alors, on redécouvre des choses qu'on ne savait pas. Et puis, une autre chose aussi très intéressante, on découvre des réponses à des questions qu'on se posait 50 ans auparavant, à travers de personnes qu'on ne connaissait pas qui apportent les réponses à ces questions. Quelques exemples de questions. Par exemple, je me rappelle... à la plage de Portoffic, il y avait des championnats de natation, de plongeon, etc. Il y avait un personnage qui s'appelait Nando, on l'appelait Nando, qui gagnait toutes les compétitions, sautait très bien du plongeoir, mais on le voyait seulement dans ces compétitions. On ne savait pas qui était Nando, qu'est-ce qu'il faisait. Enfin, c'est un homme sympathique. Et des années plus tard, à travers le Facebook, je découvre une personne qui vivait à Portoffic, que je n'ai pas vue bien qu'elle était de mon époque, mais que j'ai connue à travers le Facebook, et qui m'a raconté qui était ce Nando, qui était sa famille. Alors, c'est une réponse à une question que je m'étais posée quand j'étais enfant. Alors, précisez, puisque ça vous frappe, ce Nando. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était marié, sa mère était espagnole, elle était mariée à un Égyptien, lui, il travaillait je ne sais pas quoi. Enfin, on a su un peu de la vie de ce monsieur, qu'est-ce qu'il faisait. C'est une personnalité qui a pris corps. Il était seulement une personnalité qu'on voyait comme ça, mais maintenant, il a une famille, il a des gens, il est allé, je ne sais pas, en Espagne, quelque chose comme ça. Il y a par exemple des amis qui étaient en classe. Je me rappelle une partie de football que j'avais racontée. J'avais dit un tel avait marqué un but un peu historique. Et cette amie, une autre amie, me dit plus tard que ce jeune homme, c'était un grec. Il est entré dans la marine grecque. Et puis il est arrivé dans un accident dans le bateau. Il s'est trouvé où il a trouvé la mort. Alors, on ne savait pas, évidemment, mais on l'a su. Et on a senti une tristesse. Je reviens à votre temps du canal. Oui. Est-ce qu'il y avait entre eux, est-ce qu'il y a un vocabulaire du canal? Est-ce qu'il y a
des expressions qui ne sont comprises que par les canaliotes. D'ailleurs, le mot canaliote, Oui, oui. je crois que j'ai appris qu'il était important. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que c'est qu'un canaliote, par exemple? Bon, nous, on a commencé par dire ismaéliote. Et par extension, parce que moi j'ai fini, enfin je vous ai dit, en 57, ma famille est allée en Ismaïlia, j'ai continué à Ismaïlia, et on s'est retrouvé plutôt entre gens d'Ismaïlia qu'on a appelé ismaéliotes. Plus tard, on a retrouvé des gens de Port-Tawfik, de Port Saïd, alors par extension, on a appelé ça canaliote pour ne pas rester dans la seule Ismaïlia. Les expressions, alors, c'est ce qui pourrait le mieux dire ça, c'est que nous, on utilisait un vocabulaire arabe et français, disons, passer de l'un à l'autre comme ça, sans problème dans la même phrase. Alors, par exemple, en arabe, par exemple, le verbe frapper, c'est edrab. Alors, quand je voulais faire une expression à un ami, je vais te edraber, je vais te frapper, par exemple. Alors ça, ce genre d'expression, c'est franco-arabe. Seuls peuvent le comprendre, ceux qui comprennent ces deux langues en même temps. Mais à votre avis, c'est propre à cette région du canal où il y avait les mélanges? Oui, c'est pas tout le monde qui peut dire ce genre de choses-là. Mais c'est les gens qui ont reçu une double éducation arabe et française dans un même endroit. Et beaucoup de vos amis ont cette double éducation arabe et française? Oui. Parce qu'à l'école des frères, on apprenait l'arabe et le français en même temps. Et alors, on est sorti en même avec cette double éducation, justement. Moi, j'ai commencé la classe de 6e, la classe de 12e, je crois, oui, 12e. Oui. Et j'ai terminé à la classe de 6e dans cette école-là à Port-Tawfik. Alors, c'est 6 années que vous passez avec les mêmes élèves, vous grandissez ensemble. Et puis quand l'école finit, on va tous à la plage, on va tous faire du vélo ensemble, etc. Alors, c'est une communauté qui grandit ensemble. Et après la 6e, quand je suis allé à Ismaïlia, j'ai trouvé un peu la même chose. Et Ismaïlia, vous étiez où, quoi? Alors, il s'est passé que les frères de Ploërmel, ils sont partis en 56. Oui. À la suite d'un événement, enfin un peu curieux. D'abord, ils étaient français, vous savez qu'il y avait la guerre contre la France. Alors, c'était déjà un élément, mais à ce qu'il paraît, à ce qu'on m'a raconté, qu'il y a un frère qui aimait l'astronomie et qui avait un télescope sur le collège de l'ICEPS à Ismaïlia, et la police a cru qu'il espionnait, etc. Alors, on les a tous fait partir. Alors, pour les élèves qui voulaient continuer l'enseignement francophone, il ne restait que les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, qui était une école de filles. Alors, il y avait une problématique pour mettre des garçons avec les filles, ça n'était jamais arrivé. Pendant la classe de 5e, on a fait une espèce de quarantaine. On a mis les garçons tout seuls dans un endroit et on s'est bien comporté. Alors, l'année suivante, en classe de 4e, ils nous ont mis avec les filles. On était une minorité, mais c'est une minorité agréable, le genre de minorité qu'on aime bien. Et de toute façon, on les connaissait bien, on allait à la plage ensemble, etc. Alors, il n'y avait pas eu de problème. On suivait le programme français pour les études de français et le programme officiel égyptien pour les études en arabe. Alors, il n'y avait pas de problème à ce sujet. On apprenait l'histoire en arabe et en français. On apprenait l'histoire de France d'une part et l'histoire de l'Égypte d'autre part. Là, on a grandi vraiment deux éducations parallèles. Je crois qu'ils se complètent. L'éducation arabe vous rend familier avec ce que vous voyez autour de vous. L'éducation française vous rend familier avec le reste du monde. Et tout à l'heure, vous avez montré la diversité. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette diversité qui n'est pas simplement les Arabes et les Français? Est-ce que vous pouvez éventuellement nous parler des autres communautés qui étaient... Oui, bien sûr. Il y avait, par exemple, disons à Port-Tawfik, parce qu'avant 1956, il y avait plus de communautés qu'après. D'accord. Alors, avant 1956, par exemple, nous, dans mon école, je me souviens, il y avait des Arméniens, il y avait des Grecs, il y avait des Italiens, il y avait des Juifs. Et on était tous en excellente relation. On allait se visiter dans les maisons, on jouait ensemble, on faisait partie de l'équipe de football. Chacun avait sa personnalité. Vous savez, il y a dans la classe les fortes têtes, comme vous dites, qui ont une personnalité forte et qui prennent beaucoup de punitions justement pour avoir ces personnalités. Les Grecs, on apprenait quelques mots de grec avec eux.
les Italiens évidemment. Et c'est ainsi. En 1956, les Juifs ont disparu, les Français sont partis, les Grecs sont restés, les Italiens aussi sont partis. Alors ça a fait un vide, oui, un vide. On est resté, plus tard, on a retrouvé quelques-uns de nos amis, mais la majorité s'est perdue. Et dans votre groupe Facebook, vous retrouvez un peu cette diversité ou c'est surtout des gens d'origine des Arabes et des Français? Ou est-ce que, par exemple, on des Grecs, des Italiens? Oui, non, il y a quelques Grecs enfin, qu'on connaissait bien, qui sont toujours là. Mais les Français, malheureusement, non, on ne les a pas retrouvés. Je crois que c'est de leur part qu'ils ne se sont pas intéressés. Et ceux qui s'intéressent au canal aujourd'hui, c'est qui? Dans notre groupe Facebook, il y a surtout des Égyptiens, mais il y a ces Égyptiens, la plupart sont émigrés. Il y a beaucoup d'Égyptiens, surtout coptes, qui ont émigré, coptes et syro-libanais, etc., qui ont émigré. Alors c'est cela, disons, qu'on retrouve surtout, plus les Égyptiens, qui sont restés en Égypte. Alors le Facebook fait le rapprochement entre ces différentes personnes qui sont au Canada, en Angleterre, en France, en Australie, etc. Est-ce que, par exemple, vous avez entendu parler du canal avant, hein, par exemple dans des familles encore plus anciennes que votre famille? Est-ce que vous avez non pas des souvenirs, ce n'est pas des souvenirs, mais des traditions du canal? Bon, moi, je m'intéresse à l'histoire généralement. Je suis ingénieur de formation, mais je m'intéresse à l'histoire. Alors, je crois connaître l'histoire du canal, assez bien. Oui. Est-ce que les gens du groupe Facebook s'intéressent aussi à l'histoire du canal? Pas tellement à l'histoire. Ils s'intéressent surtout à leurs souvenirs personnels et de famille, etc. Alors, moi, qui m'intéresse, je remets parfois certaines histoires ayant trait au canal. Mais oui, on entend des histoires. Pas trop d'anecdotes, mais est-ce qu'il y a des anecdotes quand même? Si vous en aviez des anecdotes? Oui, il n'y a pas beaucoup. Mais par exemple, un de mes amis qui a une plantation de mangue au sud d'Ismaïlia, alors qui vient, il est émigré au Canada, mais il vient la voir de temps en temps. Alors, on lui disait, mais toi, comment tu es venu ici? Parce qu'il n'était pas dans le canal. Comment ta famille est venue ici pour faire cette plantation? Il dit, alors moi, mon grand-père, il est venu ici pour creuser le canal, mon arrière-grand-père. Bon, c'est très bien. Alors, il est resté après le creusement du canal, il a acheté un terrain, il a défriché, il a fait cette plantation de mangue. Plus tard, on entend un de nos amis d'origine yougoslave, etc., qui fait partie d'Almat. Et à ce qu'il paraît, ses ancêtres aussi, il dit, mon arrière-grand-père est venu travailler contremaître dans le creusement du canal, et toute sa famille est entrée dans le canal après. Alors, on a joint les deux, on dit, alors, ce contremaître-là, il faut fouettait ton aïeul. Son aïeul fouettait ton aïeul, alors, comment tu vas faire? Alors, c'est une petite anecdote comme ça. C'est très intéressant, vous avez dit le mot « il fouettait ». Oui. Comment fouetter? Oui, parce qu'on nous disait que le creusement du canal s'est fait par la corvée. Bon, la corvée, à ce qui paraît, ce n'était pas tellement mauvais qu'on le raconte, mais enfin, nous, on a voulu, cette anecdote, j'ai voulu amplifier un peu les choses, hein, et mettre les deux, une petite... C'est vous qui avez voulu le oui, dire, oui, ou c'est les gens qui ont raconté? Non, c'est moi qui ai voulu le dire, mais à ce qu'il paraît, vous savez, la propagande, il y a la propagande de Nasser, etc., il voulait mettre à mal les gens qui ont creusé le canal. Alors, ils disaient, oui, il y avait la corvée, on le fouettait, on les tuait, on les laissait... Mais quand vous lisez l'histoire, non, c'était pas comme ça, évidemment. Est-ce qu'il y a encore pas des souvenirs, des anecdotes plus anciennes autour du canal? Oui, il y a l'une, par exemple, que me racontait un ami qui a construit une villa au sud d'Ismaïlia, dans la région de Toussoun. Alors, quand je vais le visiter, quand je suis allé le visiter pour une des premières fois, je lui ai demandé comment s'appelle cette région. Il me dit, ça s'appelle le Cheikh Henedak. Il a dit, bon, qu'est-ce que c'est que ce Cheikh Henedak? Il dit, c'est quelqu'un qui est venu avec Napoléon.
et qui a combattu ici, etc. Et puis après, il est resté, il s'est fait musulman, il s'est fait un marabout, on lui a construit un petit mausolée, c'est devenu une espèce de personnage sacré dans la région, etc. Je dis, mais à Napoléon, il n'y avait pas de canal, comment il est venu ce monsieur? Alors en cherchant un peu, je trouve que effectivement, il y avait un mausolée de Cheikh Kheneda, mais ce Cheikh Kheneda était un Marocain qui était venu avec les troupes françaises de la Première Guerre mondiale et qui, après la guerre, enfin, je crois qu'il était démobilisé, la région lui a plu, il est resté, il est devenu en effet un homme sacré. Et c'est comme ça, ce n'était pas avec Napoléon, mais la Première Guerre mondiale. Alors, est-ce que vous avez recueilli autour du canal des objets, des photos, et vous avez, je crois, là, envie de faire des petits musées, où il y en a peut-être des petits musées. Vous avez envie, vous êtes très content de de participer à un documentaire. Quelles sont disons, les initiatives que vous avez prises pour, en quelque sorte, mettre en valeur cet esprit du canal, des canaliotes? Oui, bon, comme je vous l'ai raconté, nous sentons que nous avons un patrimoine intéressant et important à faire, qui est tout à fait inconnu, et que nous voudrions, pas qu'il persévère parce qu'il ne peut plus persévérer, mais que son souvenir demeure. Alors c'est, disons, la chose principale qui nous pousse à faire ce. En ce qui concerne les photos, mon père photographiait beaucoup, et j'ai beaucoup de photos du canal, vues d'angles différents, les personnages, des pique-niques qu'on faisait, des personnages de différentes étapes d'âge. Et je crois que ça, c'est intéressant. Pour le musée dont nous avions parlé, c'est un musée que l'autorité du canal veut faire de l'histoire du canal. Alors nous, on ne sait pas exactement quelle histoire du canal ils veulent faire. On voudrait que ce soit une histoire véridique, dite de tous les côtés. Et puis on voudrait qu'il y ait une place faite pour les gens comme nous qui vivions dans la région, et peut-être ceux qui étaient avant nous aussi. Depuis peut-être le creusement, ils ont une histoire sociale. Alors la nôtre, c'est une continuation de la leur. Nous aimerions qu'il y ait une place dans ce musée pour raconter tout ceci. Alors, vous avez une très intéressante. Nous voulons faire une histoire des gens qui étaient avant nous. Oui. Bon, et justement, qu'est-ce que vous avez comme élément dans cette histoire? Bon, très peu, très peu. Mais enfin, ce que je pense, c'est que nous avons d'abord, il y avait une revue qui s'appelle Le Canal. Cette revue a paru entre 52 et 56. Et dans cette revue, qui était bilingue arabe-français, il y avait des pages consacrées à la vie sociale, la vie sportive. Et quand vous regardez maintenant cette revue avec les photos, les petits articles qu'il y a, vous revivez un peu la vie qu'il y avait. Avant cette revue, il y avait certainement une vie sociale depuis le creusement, ces gens qui creusaient le canal, mais après le travail, qu'est-ce qu'ils devaient aller se réunir, jouer ensemble, etc. Alors, il y avait une espèce de vie sociale qui n'est pas connue, qu'on aimerait faire connaître. Donc, votre père a été le premier pilote égyptien, oui. Donc dès 1944. Est-ce qu'il vous a dit un peu le rapport entre les autres pilotes, ils étaient quoi? Quand votre père est arrivé, est-ce qu'il vous en a parlé? Oui, et la majorité des pilotes étaient français, mais il y avait aussi d'autres, il y avait des Hollandais, des Anglais, et ainsi de suite. Les relations, je crois qu'elles ont été très bonnes depuis le début. Ma mère est francophone, elle a étudié dans la faculté de lettres de l'Université du Caire, section française, alors elle parlait français couramment. Je crois qu'elle a été un élément qui a aidé à l'intégration de mon père dans le corps des pilotes d'abord, et le corps social qui était ici, qui n'était pas seulement des pilotes, mais beaucoup d'administrateurs, d'employés civils. Était anglophone au départ. Mais enfin, les pilotes, évidemment, parce qu'ils étaient des marins, ils parlent aussi anglais. Tous les pilotes parlent anglais. Alors, je crois que ça a commencé comme ça. Et puis, il a pris des cours de français. Et il a parlé français, mais il a toujours gardé un accent, disons, si vous voulez, pas tout à fait français. L'accent de ceux qui apprennent la langue à un certain âge. D'accord, d'accord. Et il vous a raconté autre chose sur ce... Il est devenu pilote parce qu'il était, je crois, dans la marine égyptienne.
Oui, effectivement, mon père était dans la marine égyptienne, promotion de 1932. Alors, il restait dans la marine de 1932 jusqu'à 1944. Et je crois que l'événement qu'il a attiré vers le canal s'est produit en 1940. Il était sur la Mahrousa, le yacht royal. Le yacht royal, pendant la Deuxième Guerre mondiale, était à Alexandrie. Alexandrie était le port d'Alexandrie. Il y avait beaucoup de bateaux anglais. Et donc, ce port était la cible de bombardements allemands et italiens. Alors, pour protéger le yacht, on l'a mené dans le lac Timsah, à Ismailia. Alors, je crois que voyant de près la vie au canal, la vie des pilotes, il a pensé qu'il pouvait participer à ceci et il a fait des étapes vers la fin de la guerre pour pouvoir entrer dans le canal. Pouvez-vous préciser un peu cette vie sociale entre les familles du canal et les familles d'origine différente? Est-ce que, par exemple, votre famille était reçue par famille de pilotes français oui, ou hollandais? Mais oui, certainement, certainement. D'abord, il y avait, en ce qui concerne les familles, nous, les petits, on se voyait tout le temps, on allait chez un, chez l'autre, etc. Mais les grands, les parents, si vous voulez, alors lui, il s'invitait assez souvent. Par exemple, je revenais de l'école, alors je vois une amie de ma mère qui est française ou qui est syrienne ou qui est, etc. Alors aussi, on se voyait, évidemment, chacun avait ses groupes, vous savez, on avait des amis français, mais il y avait d'autres amis qu'on les connaissait, mais on n'était pas amis pour s'inviter, etc. Et puis, il y avait beaucoup de cocktails, ce qu'on appelle les cocktails, au cercle ou bien chez telle famille, chez telle autre. Alors, tout le monde venait, même ceux qui n'étaient pas tout à fait amis. Alors là, il y avait les Syriens, les Français, les Anglais, etc. Et oui, c'était comme ça la vie sociale. Et alors, les grandes fêtes religieuses? Bon, alors à l'école, c'était les frères de Promène, alors c'était assez chrétien, il y avait le catéchisme, etc. Alors le Noël, Pâques, etc., tout ça c'était tout à fait clair. Hein. Mais pour nous autres, il y avait par exemple le Ramadan, le Haïd, etc. Alors ça, on le fêtait à l'égyptienne, quand on invitait. Alors on invitait les amis égyptiens généralement pour ces fêtes-là. Alors, on vivait les deux fêtes. Noël, quand il y avait des invitations, on allait. Les Pâques, c'était les vacances. Noël, par exemple. Nous, on ne l'avait pas, mais quand quelqu'un fait, par exemple, une fête pour Noël, ils vont distribuer des cadeaux, alors tout le monde y allait. Oui, on participait avec eux, évidemment. Et notre fête à nous, on prenait des vacances, on allait voir les familles, etc. La famille n'était pas à Ismailia, la famille était au Caire. Alors, les frères vous donnaient congé pour les fêtes? Oui, c'était des congés officiels dans tout le pays. Il y a 4 jours, par exemple, de vacances officielles. Alors, on prenait 4 jours de vacances. Mais l'école nous donnait congé le jeudi et le dimanche, je crois. Le jeudi et le dimanche. Alors, on avait 2 jours de congé par semaine de l'école. Mais quand il y avait des fêtes musulmanes, ils nous donnaient les fêtes musulmanes selon le pays, 3 jours, 4 jours, comme ça. Alors, on a beaucoup parlé avant 56. On pourrait revenir après 56. Comment ça s'est passé? Alors, vous avez été malade pendant ce temps-là, mais est-ce que, par exemple, votre père vous a parlé un peu de tout ce qui s'est passé 67, enfin, racontez un peu après 56, à la fois ce que vous-même vous avez ressenti, vous étiez très, très jeune évidemment, mais aussi ce que votre père a pu vous dire par la suite, ou votre mère. Oui, alors il y a les souvenirs dans cette période-là sont un peu flous et un peu mixtes aussi. Nous, on a vu, comme je vous dis, nos amis qu'on connaissait qui sont partis, et on a vu d'autres personnages qui sont venus, ceux qui ont fait la nationalisation. Et puis, il y a eu une période, disons, de conflit, que les Français étaient là, l'administration, et puis ils sont partis, l'administration est devenue totalement égyptienne. Ils ont eu le challenge de faire marcher le canal, et ils ont réussi à le faire marcher. Entre-temps, à ce qu'il paraît, il y avait des négociations. On ne savait pas ce qui se passait en ce moment-là, mais ces négociations ont eu du succès, puisqu'ils se sont entendus après. Et puis, la période de fonctionnement du canal, pendant cette période-là, elle était très difficile. Les gens ont beaucoup travaillé pour faire marcher le canal. Il n'y a pas eu d'accident, heureusement,
parce qu'au cas où il y en aurait eu peut-être plus de complications. Et puis, alors on a été, disons, surpris, enfin à notre niveau, par la guerre qui a commencé le 29 octobre 1956, avec l'attaque israélienne sur le Sinaï. On ne s'y attendait pas du tout. Personne ne s'y attendait et il n'y avait pas de raison qu'Israël attaque. Et puis, ça s'en suivi, la guerre de Port Saïd, etc. Puis là, il y a eu la paix, et puis le cessez-le-feu. Alors moi, je me souviens de cette période-là qu'il y avait beaucoup de bateaux coulés dans le canal. Tous les remorqueurs, toutes les grandes dragues qu'on voyait, on était content de voir, ils ont été coulés dans le canal. Et enfin, ça faisait de la peine de voir tous ces bateaux que vous connaissiez bien. Et on voyait que la cheminée comme ça qui sort de l'eau. Mais après, il y a eu quelque chose de très intéressant. Ils ont apporté des bateaux pour renflouer. Ces bateaux, c'est des bateaux allemands, je crois. Et un des spectacles qui m'a le plus impressionné, et que je crois que mon père a filmé aussi, ces deux bateaux allemands qui étaient là, et entre eux, il y avait l'épave, et puis vous voyez l'épave qui se retourne, vous voyez la cheminée qui monte, et puis qui monte comme ça, et puis les deux bateaux, ils l'emportent. Et beaucoup de ces bateaux qui ont été renfloués ont repris du service après, sous la nouvelle autorité du canal, sous des noms égyptiens. Alors, par exemple, il y a le remorqueur que je voyais amarré à Portafi qui s'appelait l'Hercule. Il est devenu le Batal, c'est-à-dire l'héros, le même. Alors, vous commencez à comprendre qu'il y a un changement important qui se passe. Et puis, on a été transféré à Ismaïlia. Et alors, vous avez commencé les relations entre les anciens et les nouveaux, qui n'étaient pas toujours cordiales. Il y avait un certain ressentiment, etc., qui a duré un certain temps. Les ressentiments des anciens et des nouveaux, c'est-à-dire bon, alors, je crois que ça dépendait un peu de l'esprit du temps nassérien, et de la personnalité de M. Mahmoud Younes, qui était le chef, une forte personnalité. Alors, lui, son point de vue, c'est de dire que ceux qui étaient dans le canal avant, c'était des gens qui ont coopéré avec l'impérialisme. Alors que justement, c'est l'expérience de ces gens-là qu'ils ont acquis dans les 10 années, c'est ce qui lui a permis de faire marcher le canal et de continuer à son poste. Cette tension a duré avec les petits ennuis que vous pouvez imaginer. Par exemple, mon père, il avait une voiture ils lui ont retiré cette voiture. Il devait aller travailler à pied, bien que c'était un personnage administratif important à ce moment-là. Mais ceci s'est terminé quand M. Mahmoud Younes est devenu ministre et que M. Machfour a pris la tête du canal, qui avait un caractère beaucoup plus conciliant. Il a fait une réconciliation, si vous voulez, et cette réconciliation a continué après. Vos parents sont restés à Ismaïlia jusqu'à quand? Bon, alors, moi, je suis entré à l'université au Caire en 62, c'est-à-dire qu'entre 62 et 67, je venais à Ismaïlia, enfin, de temps en temps, seulement pour les fêtes, etc. Mais je n'ai pas suivi la vie là-bas directement. Et puis, plusieurs de mes amis à partir de cette période sont allés aussi à les universités. Alors, les gens n'étaient plus les mêmes. Certains ont émigré. Et 67, c'était pour nous un peu quelque chose qui est arrivé très vite, 67. Vous savez, la vie allait normalement. Et puis, d'un coup, comme ça, on voit que une tension s'élève, des troupes qui traversent le canal, qui vont au Sinaï, puis le blocage de l'isthme du détroit de Tiran. Et je me rappelle très bien que mon père m'a dit que ça a commencé le 15 mai 67. Un peu après, il me dit, bon, tout ça, la troupe au Sinaï, c'est bien, mais si Nasser ferme le détroit de Tiran, c'est une cause de guerre. Il avait dit avant le 22, la date du 22 mai, où Nasser a fermé Alors quand ce détroit était fermé, moi j'étais sûr, selon ce que m'a dit mon père, que la guerre allait éclater. Et le 5 juin 67, j'étais en ce moment en train de faire les examens à l'université. Et j'ai entendu les bombes tomber. Alors je me dis, ça c'est la guerre qui a commencé. J'étais tout à fait sûr, et ça a été confirmé après. D'un coup, on a vu que les villes du canal sont devenues le front, et puis il y a eu des bombardements. Alors, on a évacué toutes les familles. Mais les gens du canal, les dirigeants sont restés. Mon père, il est resté là-bas, mais il n'habitait plus dans notre maison. On a déménagé, tous
effets ont été transportés, tout le monde comme ça. C'était un grand problème pour l'Égypte, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de maison alternative au Caire ou ailleurs. Il y a eu de grands problèmes. Nous, heureusement, on avait un appartement à Alexandrie où on a pu transporter nos meubles. Mais mon père, alors, il devait aller rester 3 jours à Ismailia et 3 jours au Caire. Et 3 jours à Ismailia qu'il restait, il vivait sous terre, dans un bunker sous terre. Et une des aventures qui lui est arrivée, c'était, je ne sais pas, vous savez qu'il y a eu entre 67 et 73 ce qu'on appelle la guerre d'usure. Il y avait des bombardements au canon d'un parti ou de l'autre. Alors, il m'a raconté une fois qu'il voulait faire passer un remorqueur, un grand remorqueur qui était ancré à Ismailia, il voulait le faire passer à Port Saïd. Et l'armée leur a dit, bon, vous prenez le remorqueur et allez à Port Saïd. J'ai dit, mais les Israéliens, ils considèrent leur frontière, non pas la berge du canal, mais l'axe du canal. Alors, ils ne permettent pas le passage de bateaux. Il dit, non, non, vous allez le prendre quand même. Mon père a dit, bon, alors si c'est comme ça, je vais avec eux, pour qu'on ne leur tire pas dessus tout seul. Il était en ce moment le directeur du transit, il était donc le responsable de ce remorqueur. Il est allé avec ce remorqueur, et quand ils ont approché du canal, alors un soldat israélien apparaît avec un fusil et il leur fait signe de retourner. Et il téléphone à l'armée, il nous fait signe de retourner, non, il dit continuez. Il continue. Alors le soldat, il tire en l'air. Ils font le message, il tire en l'air, il dit continuez. Et puis alors, il a commencé à tirer sur eux. J'ai dit, bon, maintenant, retournez. Parce que ce soldat qui a tiré sur eux, c'était le prétexte d'une canonnade qu'ils ont commencé. Alors, vous voyez comment la vie des gens était dangereuse pendant cette période-là. Très bien. Et alors après, de 67-73, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, enfin, pour mon père, il a quitté en 72. Il est arrivé à l'âge de la retraite. Et puis, immédiatement après, il a été engagé par le port d'Abu Dhabi. Il est resté le directeur du port d'Abu Dhabi. Le port d'Abu Dhabi commençait, disons, n'était pas encore ouvert. Il a donc présidé à son ouverture et à son développement. Il est resté là-bas jusqu'en 79. En 73, il y a eu la guerre. Moi, j'étais dans l'armée en ce moment-là, mais je n'étais pas sur le canal directement. J'étais dans une île en mer Rouge, un endroit assez exposé, mais les troupes ont bien agi et la guerre s'est terminée heureusement. Il y a une drague qui paraît-il porte le nom de votre père, donc à Abu Dhabi. Est-ce que vous savez quelque chose sur cette drague? Pourquoi? Est-ce que oui, l'importance de votre père, c'est un peu à la limite du sujet, mais c'est intéressant de savoir un peu. Oui, enfin, ça, vous pouvez considérer ça comme une anecdote. Hein. Vous savez que le président Sisi, ils ont fait le projet d'une nouvelle branche du canal. Et ça a été un peu une surprise, comme vous savez, parce qu'il l'a annoncé, il ne l'a pas annoncé auparavant, il l'a annoncé au cours d'une cérémonie comme ça, qu'on va faire une nouvelle branche du canal. Et l'amiral Mamiche, qui était président de la Suez Canal Authority, il a fait un discours, il a dit on va faire ceci en 3 ans, avec nos moyens, on va le faire en 3 ans. Alors le président lui a dit non, vous allez le faire en 1 an. Il dit, bon, on va le faire en 1 an. Alors, pour faire le nouveau canal en 1 an, il devait mobiliser beaucoup de dragues. Et à ce qu'il paraît, ils ont apporté 75% du potentiel mondial de drague pour creuser le nouveau canal en 1 an. Et c'est énorme. Si un jour vous allez visiter, c'est un chantier énorme. Hein, c'est très grand. Et parmi ces dragues, alors, ils ont fait des consortiums. Et parmi ces consortiums, il y avait un consortium des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, ils ont beaucoup de dragues parce qu'ils font ce qu'ils appellent land reclamation. Ils font des îles artificielles, etc. Ils ont beaucoup de dragues. Ils ont participé. Et j'ai su un peu par hasard, par un ami qui travaille, un ami du canal, qui était dans le père était dans le canal. Alors lui, il est allé en Hollande, il travaillait dans une compagnie qui faisait des dragues. Et il m'a dit qu'il y a une drague parmi ce qu'ils ont fourni aux Émirats arabes unis
et qui travaille dans le canal et qui porte le nom de mon père El Sadr. Alors, enfin, c'était très étonnant, je ne savais pas ceci, il ne l'avait jamais dit avant. Et je suis allé, je l'ai vu travailler dans le canal. Et enfin, ça m'a étonné un peu que les gens des Émirats sont eux qui ont honoré mon père, mais pas le canal. Et vous ne savez pas pourquoi ils ont donné à cause de l'importance que votre père a eue. Oui, il a été le premier directeur. Ils n'ont pas beaucoup de personnages maritimes, c'est une personnalité maritime. Vous savez, quand vous avez, en France, vous avez un bateau, vous appelez l'amiral un tel, eux, ils n'avaient pas de personnages. Alors, ils ont appelé les personnages qui ont participé un peu au développement maritime d'Abu Dhabi. Il y avait des stations de signalisation tout au long du canal. Tous les 15 km environ, il y a une station de signalisation qu'on connaissait les noms par cœur. À partir de Suez, vous montez au nord, vous avez Chaloufa, puis Genefa sur le petit lac Amer, puis Cabret entre les deux lacs Amer, puis le déversoir au nord du grand lac Amer, puis Toussoun, puis Ismailia. Et au nord d'Ismailia, vous avez aussi quelques stations, Ferdan, El Cap, Ras El Aish, Tina. Et nous, à Suez, on était à Portafique en ce temps-là. La station la plus proche de nous, la station la plus proche, c'était Genefa, au sud du lac, au sud du petit lac Amer, et Cabret entre les deux. Or, les familles des gens qui travaillaient, les pilotes, mon père qui était cadre directeur, 4-5 familles comme ça, on prenait nos voitures, on prenait de la bonne nourriture et on y allait là-bas passer en famille. C'était un cadre très intéressant. Il y avait le lac, on pouvait pêcher, il y avait des espaces verts, quand enfant on pouvait y jouer. Et parfois, des notables de la ville se joignaient en nous. Le gouverneur, par exemple, de Suez, venait avec nous parfois, le chef de la police. Alors, quand le chef de la police et le gouverneur venaient, évidemment, toutes les routes étaient ouvertes et on y allait sans problème. Mais c'était très intéressant. Et on faisait ça, disons, tous les 3 mois, par exemple. On faisait ce genre d'excursion. Et c'était un des passe-temps favoris pour les grands comme pour les petits. C'est une des choses qui faisait la vie agréable dans le canal. C'est une sorte de communauté qui s'était créée oui, à l'occasion de pique-nique, si on peut dire. C'est-à-dire des amis qui font des excursions ensemble dans des endroits que personne ne connaît en général et où personne n'a accès, sauf ce personnel qui travaille dans cette région-là. La notion de ségrégation raciale dont on parle parfois ne nous venait pas à l'idée. À l'école, par exemple, on voyait tout le monde, les gens riches comme les pauvres, de toutes les régions. Il n'y avait pas ce sentiment de ségrégation raciale. Il y avait, par exemple, des endroits qu'on appelait, par exemple, la plage des employés, la plage des ouvriers. Alors, pour nous, ça nous paraissait une chose, si vous voulez, normale. On est venu, on a trouvé ça comme ça. On ne l'a pas inventé, on ne l'a pas fait parce qu'on sentait que l'autre était inférieur, mais on a trouvé ce genre d'organisation. Ce n'était pas, à mon sens au moins, ce n'était pas une ségrégation raciale, même si elle existait en ce sens. Mais vous avez raconté une histoire assez amusante, oui. dans laquelle il y avait un petit jeu avec les enfants. Oui, alors il y avait, enfin, évidemment, nous, on connaissait un peu les gens, il y avait, il se passe qu'à Portafique, la plage des employés et la plage des ouvriers sont adossés, c'est-à-dire il y a un mur qui les sépare. Un mur, la partie inférieure est en brique, la partie supérieure est en grillage. On peut voir ce qui se passait de l'autre côté. Mais ce mur-là représentait une espèce de frontière, si vous voulez, c'est-à-dire on ne le passait pas normalement, chacun avait sa plage. Et le terrain de l'autre côté, c'était un peu, un terrain, disons, inexploré. Alors quand on était gosse, on jouait un jeu, par exemple, où il y avait une punition, par exemple. Alors la punition majeure, c'était de demander à celui qui perd d'aller de l'autre côté faire une petite randonnée. La durée durait selon la gravité de la punition. Et la plupart avaient très peur d'aller là-bas. Pourquoi ils avaient peur? Mais je ne sais pas, parce que ça représentait peut-être l'inconnu, parce que peut-être les parents leur disaient n'allez pas, ne traversez pas le mur, etc. Mais je me rappelle que c'était comme ça. Et surtout la nuit, quand on ne voyait pas devant soit beaucoup, alors ils avaient vraiment peur d'aller là-bas. Et nous, on s'amusait évidemment à monter sur le mur pour les regarder, et c'était très amusant. Très bien. Alors ensuite, on va revenir sur l'ensemble de notre entreprise. On a passé ensemble une semaine
Et vous avez en particulier en langue arabe interrogé énormément de témoins, soit témoins directs, soit témoins indirects, c'est-à-dire d'enfants du canal. Est-ce que vous avez appris des choses nouvelles et quelles choses nouvelles avez-vous apprises par rapport à votre sentiment que vous aviez au début, la semaine dernière? Bon, oui, moi j'ai appris beaucoup de choses nouvelles. C'est un peu, j'ai dans l'esprit quelque chose qui s'appelle des questions qu'on se pose quand on est jeune ou enfant, qui n'ont pas de réponse. Et à travers de ces entretiens, on trouve quelques réponses un demi-siècle plus tard. Alors moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Par exemple, Madame Blondin, qu'on connaissait bien, mais je ne savais jamais comment elle avait rencontré son mari. Eh bien, je l'ai su. Et ainsi quelques autres. Par exemple, la famille Haïd. Je savais que c'était des notables de la ville, mais je ne savais pas quelle est leur histoire, comment ils sont devenus notables. Bien, je l'ai su. C'était des réponses à des questions qu'on se posait, et ainsi de suite. Et cela nous apprend qu'on est en effet, si vous voulez, une communauté privilégiée d'avoir vécu de tels moments. Disons qu'on était un peu à la charnière de l'histoire, la charnière de la géographie, et on était dans des endroits bien aménagés, avec des gens cultivés, avec une vie aisée, qu'on ne trouve plus aujourd'hui. C'est peut-être cette nostalgie que nous avons tous en commun et que nous partageons tous ensemble. Au cours de vos entretiens avec tel ou tel témoin, vous avez à un moment donné voulu intervenir. Et je prends un point précis. C'est le problème des Français. On sent à quel point le canal a été le lieu d'un rapport privilégié entre Français et Égyptiens. Et voilà que les Français bombardent les Égyptiens, que les parachutistes français sautent tout au long du canal. Et évidemment, ça pose forcément un problème, puisque, en particulier les couples mixtes, les femmes françaises sont obligées d'aller à la police. Alors, c'est donc une sorte de traumatisme possible. Alors, est-ce que vous avez l'impression que ça a changé, ou non, les rapports entre les Français et les Égyptiens? Bon, alors, personnellement, vous aviez donné une réponse, vous aviez une partie. Vous dites votre point de vue maintenant. Oui. Alors, personnellement, j'étais très jeune à cette époque, et puis j'étais aussi malade pendant la plupart des opérations. Alors, vraiment, je n'ai pris conscience de tout cela que quand c'était vraiment fini. Et de toute façon, ça n'a pas duré. Les combats ont duré 2 semaines, je crois, et puis un mois après, les troupes occupantes se sont retirées. C'est-à-dire que tout s'est passé très vite, et puis on a tout de suite commencé le renflouage et on a remis le canal en marche quelques mois après. C'est-à-dire la période était vraiment courte. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le nationalisme égyptien est entré fortement dans le canal et dans nos vies. Il était, disons, un peu éloigné avant 1956, mais après, il a été entré fortement dans nos vies. La rhétorique, par exemple, qu'on écoutait à l'école, qu'on n'écoutait pas avant, c'était une rhétorique anticolonialiste, une rhétorique politisée. Bon, ça n'avait pas trop d'influence. C'est-à-dire, nous, à l'école, par exemple, on pouvait entendre les choses d'une certaine manière, mais par exemple, à la maison, on en parlait d'une autre manière. Et nous avons gardé de contacts amicaux avec les familles que nous connaissions, les familles françaises que nous connaissions, contacts qui se sont renforcés par la suite et qu'on a continué. Et puis, peu à peu, disons, le traumatisme s'est apaisé. Il y a eu des bateaux français qui ont passé dans le canal, il y a eu des pilotes français, il y a eu des personnes françaises qu'on a vues, il y avait des personnes françaises au Caire. Peu à peu, je crois que les choses se sont calmées. Et il n'y a plus cette hostilité qu'on pouvait avoir pendant les choses militaires. Mais avec les Anglais, ce n'était pas la même chose. Les Anglais ont toujours eu un statut d'occupant en Égypte, et pour cela que la plupart des gens ne les aimaient pas, sauf ceux qui étaient peut-être
plus proches d'eux qui avaient fait des études d'Angleterre, mais la majorité n'aimait pas les Anglais. Mais le français, il n'y avait pas de problème avec les Français. Vraiment, s'il n'y avait pas eu cette opération de Suez, il n'y aurait jamais eu de problème avec les Français. Il y a quelque chose que je voudrais dire. Bon, moi, j'avais des amis de classe français avec qui je jouais, qui étaient de bons copains, et qui ont disparu en 1956 et que je n'ai jamais retrouvés. J'ai essayé de les recontacter après, enfin à travers l'Internet, quand les communications sont faites, et il n'y a jamais eu de réponse. Et j'aimerais que ce que nous faisons, c'est-à-dire retrouver la mémoire et le patrimoine du canal, soit fait des deux côtés et qu'on puisse retrouver ainsi cette camaraderie qu'on avait dans le temps. Non, il y avait par exemple de nos amis Maria, une italienne par exemple, il y avait de tout. Des Grecs, oui, enfin peut-être. Non, c'est-à-dire, notre famille n'avait pas de famille grecque amie, mais enfin, les Grecs, on les avait dans les écoles, etc. Mais c'est pas parce qu'on ne voulait pas les avoir comme amis, mais c'est pas. Par exemple, à Ismailia, non, on était plus proche des Grecs, parce qu'ils étaient dans notre classe, ils parlaient bien français, etc. Alors oui, on les voyait dans les parties, dans les fêtes. Non, c'était pas parce qu'on ne voulait pas être amis avec eux. Le Caire Alexandrie, c'était un peu hors pays. Peut-être une de mes amies ismaéliotes vous racontait que la compagnie était un État dans l'État. Alors c'est un peu ce sentiment qu'on pouvait avoir. On se sentait vraiment dans un petit État et quand on sort, on va au Caire, on va un peu dans un autre endroit. Et puis au Caire, à Alexandrie, vous avez ce que nous rencontrons, c'est la famille surtout, notre famille. Alors, ce n'est pas les amis du canal. Alors, ça, c'était une chose et ça, c'était une autre. Mais évidemment, on le racontait, on a fait. Parfois, ils venaient nous visiter, mais c'est toujours quelque chose de différent. Vous sentiez que c'est dans un autre endroit. Nous, on avait des cuisiniers, enfin, toutes les familles là-bas, elles avaient des cuisiniers. Et les cuisiniers étaient évidemment égyptiens, ils faisaient la nourriture égyptienne normale, qui est très bonne. Hein. Oui, c'est-à-dire, oui, il y avait des choses européennes. Je me rappelle quand on était jeune, on faisait certaines choses. Par exemple, la coquille Saint-Jacques. Ma mère faisait la coquille Saint-Jacques. Je ne l'ai plus mangée après. Hein. Il y avait, oui, certains mets qu'on pourrait qualifier de français ou d'européens, qu'on mangeait parfois, surtout quand on va dîner dehors, dans le cercle, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ils faisaient, oui, des mets qui n'étaient pas particulièrement égyptiens. Mais en majorité, c'est la nourriture égyptienne. Qu'on appréciait beaucoup, hein, la molokhia, les dolmans, ça vous ne trouvez pas en Europe, et nous on aime bien ça. Ici en Égypte, vous trouvez certainement de la nourriture grecque et italienne. Je crois en avoir pris, mais c'était pas tellement. Il n'y avait pas de restaurant italien, par exemple, il n'y avait pas de restaurant, maintenant il y en a beaucoup plus. Mais dans le temps, il n'y en avait pas. Mais s'il y avait par exemple une personne italienne, oui, elle pouvait cuisiner quelque chose et nous inviter en famille à manger chez elle. Les Syro-Libanais, c'est nos grands amis. Bon, moi, en vérité, je ne savais pas à l'époque d'où est-ce qu'ils venaient, parce qu'ils enfin, ils étaient arabes comme nous, mais ils n'étaient pas comme nous exactement. Il y avait une petite différence. Ils avaient parfois des noms pas trop égyptiens, mais ils parlaient comme nous, ils vivaient comme nous. La plupart étaient chrétiens, et c'était de très bons amis, d'excellents amis. On s'entendait très bien avec eux. Moi, j'ai été d'abord exposé à une musique européenne, française surtout. Mes premiers disques étaient que j'ai entendu, étaient de Yves Montand, Jacqueline François, Juliette Gréco, Mouloudji. C'est la musique avec laquelle j'ai grandi. On entendait de la musique arabe, égyptienne dans la radio, mais je me rappelle que je n'apprécie pas beaucoup ceci. Parfois, quelques hymnes nationaux qui étaient mélodieux, mais la plupart, ça ne me plaisait pas beaucoup. Mais en grandissant, en allant au Caire, par exemple, pour les études, alors j'ai été plus exposé à la musique égyptienne. J'ai commencé à apprécier un peu les chanteurs, quelques-uns, pas tous. En ce qui concerne la musique du canal, il y a ce qu'on appelle la semsemeya. Mais ça, je ne l'ai découvert que plus tard, parce qu'on l'utilisait dans les matchs de football, pour encourager les équipes locales. Alors moi, j'encourage une des équipes d'Ismaïlia, le club Ismaïli, qui a justement été fondé par la famille Aïd.
Alors, je ne savais pas, par exemple, que le club ismaélique duquel je suis fan a été fondé par cette famille. C'est une nouvelle information. Mais les partisans de ce club, ils apportaient toujours la semsemeille avec eux en allant au Caire, en allant dans les autres endroits. C'est ainsi que j'ai connu cette musique.